totalement insupportable. Ce que ce genre de propos témoigne, c'est effectivement que la défense du capitalisme, qui était un discours relativement accepté et courant dans les forces de gauche en Europe dans les années 80 et même au début des années 90, est devenu un discours qui est pratiquement impossible. Et c'est sans doute la montée de l'opposition au néolibéralisme, au capitalisme, au nouveau capitalisme, appelons-le comme on veut, qui oblige maintenant les responsables de gauche à prendre un certain nombre de distances sémantiques à l'égard d'un système qu'ils n'ont pourtant pas du tout l'intention de contester et dont ils indiquent très peu, voire pas du tout, comment ils romperaient avec son iniquité, puisqu'ils en dénoncent l'injustice, le caractère absolument scandaleux. Ce qui serait intéressant, c'est pas tellement une indignation verbale, c'est une liste de propositions concrètes, précises, qui permettraient de rompre avec une logique dont ils ont été eux-mêmes les artisans. C'est clair que la prise de papier. Les réformes libérales sont accomplies tantôt par la gauche, tantôt par la droite, à une vitesse qui n'est pas nécessairement la même. Dans certains cas, ça peut être le TGV du libéralisme et dans l'autre, le train express. Mais on a très peu d'exemples de retour sur des réformes ayant conduit à la libéralisation des échanges, à la privatisation des entreprises. On se demande par exemple pourquoi des forces de gauche n'ont jamais proposé de renationaliser des entreprises ou des services qui avaient été privatisés. C'est un projet qui aurait été concevable. Et si on analyse l'histoire de la gauche française, par exemple, on remarque qu'à partir des années 20, des années 30, des années 40, le grand projet de la gauche, c'est de se créer les armes qui lui permettront d'affronter ce qu'elle appelle alors le mur d'argent. Et elle se crée ces armes en contrôlant la monnaie, en créant un secteur nationalisé, estimant que c'est le seul moyen pour elle de mener une politique qui risque de contredire les intérêts des grands milieux économiques et financiers dominants. Or, ce qui est très frappant à partir des années 80, c'est que non seulement les partis de gauche ne se construisent plus ces armes-là, mais ils acceptent d'être au nombre de ceux qui les détruisent. Et une fois qu'ils les détruisent et qu'ils reviennent au pouvoir après une espèce de traversée du désert dans l'opposition où ils concèdent que peut-être ils n'ont pas été aussi progressistes qu'ils auraient dû l'être, lorsqu'ils reviennent au pouvoir, ils ne reconstruisent pas ces armes qui ont été détruites, mais au contraire, ils continuent à détruire les armes dont ils disposent. Et je crois que c'est ce paradoxe, c'est cette espèce d'imposture que mettent en lumière les gens qui se mobilisent dans le mouvement d'opposition à la mondialisation, certains se qualifiant altermondialistes, qui envisagent justement de ne pas se situer uniquement dans le cadre d'un jeu politique traditionnel entre des forces organisées qui grosso modo mènent les mêmes politiques, mais de poser les questions de fond sur qu'est-ce qu'on fait en matière d'éducation, qu'est-ce qu'on fait en matière de logement, qu'est-ce qu'on fait en matière de finances, de taxes Tobin, de mesures de ce type qui permettraient de redonner à la collectivité les instruments de son avenir collectif au lieu de systématiquement tout abandonner aux forces du marché et puis après de devoir implorer ces forces du marché pour obtenir d'elles quelques miséricordes. Bien entendu, nous avons tous nos